Défi 30 jours, 30 livres. On est le 19. Des fois, tu te dis, il ne faudrait plus jamais que ça s'arrête. Aujourd'hui, une lecture toute récente. Jean-Philippe Toussaint, la clé USB. Et vous voyez Toussaint comme il est sympa avec ses copains. Il a envoyé directement le livre avec une petite clé USB. Pâte à fixer à la place du titre. Ils ont dû s'amuser comme des rigolos. Parce que vous pensez, sinon, c'est pas les éditions de minuit qui enverraient des services de presse. Hein. Waouh! Envoyer quelque chose à quelqu'un qui parle sur les internets. Pourtant, on leur fait pas de mal. Mais eux, c'est pas ça le principe. C'est-à-dire, c'est pas la question de comment on parle plus ou moins précisément ou plus ou moins sur le fond d'un livre. C'est d'avoir toujours le même petit bruit de fond, mais qui se répand sur tous ces machins qu'on regarde dans les salles de dentiste ou les radios qu'on entend sans faire attention. Tiens, c'est le mec, il était à telle émission ou telle autre. On va pas écouter ces émissions, sont tellement... Enfin bon, Internet, suppositoire de Satan. Bon, enfin en tout cas, moi j'ai ma clé USB transmise directement par l'auteur avec sa vraie clé USB pâte à fixer et du coup je le lis en numérique, c'est tellement mieux. Je me souviens parfaitement du déroulement de la scène. Je me la suis remémorée plusieurs fois par la suite pour essayer de reconstituer précisément comment les choses s'étaient passées. John Stavropoulos attendait sa monnaie au comptoir. Dragan Kouka reparut dans le bar, alla restituer la carte magnétique au maître d'hôtel, puis ils prirent congé de moi. « Réfléchissez, la proposition tient toujours, me dit John Stavropoulos en me serrant la main, et ils s'éloignèrent. Je les vis passer la porte, s'engager dans le hall. Ce n'est qu'alors que je me rendis compte qu'il y avait une clé USB sur la moquette. Je m'étais assis dans mon fauteuil, je n'avais pas ramassé la clé USB, elle se trouvait là par terre devant moi, noir sur le noir anthracite de la moquette, à l'endroit où John Stavropoulos s'était levé quand il avait sorti la liasse de la poche de son pantalon. C'est à ce moment-là sans doute qu'elle avait dû tomber de sa poche. C'était un vieux modèle de clé USB, avec un connecteur rétractable, et elle passait quasiment... Et celle-ci aussi, elle... Connecteur rétractable, mais elle est rouge, elle n'est pas noire, elle n'a pas poussé le truc jusque-là. Et elle passait quasiment inaperçue, abandonnée sur la moquette. Je jetai un coup d'œil latéral vers le comptoir, où le maître d'hôtel se tenait près de la caisse. Puis je me retournai complètement sur mon fauteuil pour observer le hall d'entrée du Sofitel qu'on apercevait à travers la porte ouverte du bar. La porte tambour de l'entrée principale était déserte. Il n'y avait plus trace des deux hommes qui venaient de quitter les lieux. Je jetai un nouveau regard au maître d'hôtel, il ne faisait pas attention à moi. D'un coup, je me penchai pour ramasser la clé USB. Dans le même mouvement, je l'escamotais discrètement entre mes doigts. Je refermais la main dessus pour la dérober au regard. Je me redressais dans mon fauteuil, me retournais à nouveau derrière moi vers le hall de Sofitel, soudain nerveux, fébrile, inquiet de voir revenir les deux hommes. Si au lieu de partir immédiatement, ils s'étaient attardés un instant dans le hall, ils avaient très bien pu observer mon manège. J'allais maintenant les voir surgir d'un instant à l'autre devant moi pour me demander des explications. Je n'osais plus bouger. Je demeurais assis, raide sur mon siège, la clé USB dissimulée dans ma main droite. Je jetais un coup d'œil sur la place Jourdan à travers la baie vitrée. C'est alors que j'aperçus de nouveau les deux hommes qui traversaient la rue sous la pluie. Ils se faufilèrent entre les véhicules, une dizaine de voitures étaient garées là. Là, je vais sauter un petit peu. Une histoire de Mercedes, de parking, de type qui revient, qui regarde, qui téléphone. T'as pas trouvé ma clé USB? Mais finalement, il faisait nuit quand je regagnais mon studio de la place du Châtelain. Je n'avais pas allumé le plafonnier dans la pièce principale, j'étais demeuré dans la pénombre, me contentant d'allumer une petite lampe sur mon bureau. Je me sentais en sécurité dans cet îlot de lumière dorée qui m'enserrait et semblait me protéger des menaces du monde extérieur. Je m'étais installé à mon bureau, j'examinais la clé USB entre mes doigts, elle était vieille et éraflée, les lettres Cruiser à moitié effacées étaient gravées sur la coque, la capacité de stockage était également
indiquait 16 gigaoctets. Il y avait un minuscule anneau ou une anse qui permettait de la fixer à un porte-clés. Il n'y avait pas un bruit dans le studio. Devant moi, à travers la fenêtre, j'apercevais la cime des arbres de la place du Châtelain. Les lueurs orangées des réverbères entraient dans la pièce qui se répandait en flaques sur le parquet et allaient se refléter sur les murs. J'introduisis la clé USB dans le flanc de mon ordinateur. Il s'écoula quelques secondes. Et comme rien n'apparaissait sur le bureau du Mac, fugitivement, j'imaginais que la clé était hors d'usage, quand sur mon fond d'écran bleu nuit apparut l'icône de la clé USB qui était identifiée comme ScanDisk Cruiser UFD 56. À l'intérieur de la clé USB se trouvait une liste considérable de documents disparates, classés par ordre alphabétique, des documents Word, des tableaux Excel, des images JPEG, des PDF, ainsi qu'une dizaine de dossiers fermés dont n'apparaissaient que les icônes bleutées qui portaient des noms atypiques, inhabituels. Il est déjà assez difficile de s'y retrouver dans le contenu de ses propres clés USB, où s'accumulent au fil des mois différents documents qu'on y a consignés pêle-mêle. Alors qu'on se trouve face à la clé d'un inconnu, il est quasiment impossible de se faire une idée de ce qu'elle contient en un coup d'œil. Je naviguais au hasard dans cette masse de données. Pendant plus de 2 heures, j'ouvris des dossiers, lus attentivement des documents. Je m'interrompais parfois pour me connecter directement à Internet, sur mon ordinateur, faire des vérifications, chercher des explications complémentaires. Il y avait là des dizaines de copies d'emails, des plans d'architectes, des scans de contrats, des factures de billets d'avion, des photographies de cartes d'identité. La plupart des documents étaient en anglais, mais il y en avait aussi en français et même en russe, tout du moins en caractère cyrillique, ce qui me fit d'abord à penser à du russe, mais ce devait plutôt être du bulgare. Plusieurs dossiers très techniques concernaient des demandes d'aide européenne pour les pays des Balkans, la Bulgarie, la Roumanie, la Grèce. Je devinais, sans avoir le temps d'approfondir, des malversations liées aux fonds structurels européens destinés à l'Europe orientale et méridionale. Je ne vais pas lire tout le livre, mais c'est le genre de truc, on te dirait « Ouah, tiens, t'es dac pour faire partie de l'équipe qui enregistre en livre audio. Ouah, je foncerais, tout ça. » Alors, du coup, je recolle ma petite clé USB sur la couve du livre. Les livres de Toussaint, il n'y a rien qui ressemble plus à un livre de Toussaint depuis le début. Mais toi, tu vas peut-être te descendre un peu. Mais celui-ci de Toussaint, il est à part. C'est du Toussaint. C'est pas du Toussaint. C'est vrai qu'on est tellement habitué, l'appareil photo, la télévision, made in China, au fait que tout ça s'approprie des objets transitionnels, pas forcément technologiques, mais ces choses qui nous permettent d'appréhender le réel, parce que le réel, on ne peut l'appréhender que par ses médiations. La médiation de l'image télévisée, c'est pas la même chose que ce qu'on fait avec son appareil photo. Toussaint, d'autre part, vous savez que ces dernières années, son expérience est elle-même devenue transmédia. Il fait des expositions, des objets de néon, il y a des expositions de ses propres photographies. Et puis, il y a des films. La patinoire, ce film aussi avec, en tout cas, produit en Chine, et puis le jeu qui s'établit entre le film et le livre. Donc, oui, ce déplacement, ici, avec la clé USB, c'est celui qui continue. En même temps, tout d'un coup, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Et voilà qui nous fait un plan roman d'espionnage. Et je vous assure qu'on se fait, mais alors, avoir, étripé par la moelle. C'est-à-dire, au début, ce qui est fantastique, moi j'aime Bruxelles. Et Bruxelles, c'est vrai que c'est à Schaerbeek ou avenue Louise, ou quand vous allez à l'Insenswood, tout est chaque fois complètement... c'est des villes différentes, c'est difficile de se les approprier. Mais au milieu, il y a cette espèce... Enfin, c'est pas au milieu, c'est sur un des coins. Tout d'un coup, vous changez de monde. Vous êtes dans les Our, c'est-à-dire dans ces quartiers qui ont été conçus uniquement pour la communauté européenne. Et tout d'un coup, c'est pas une ville, c'est un petit peu comme
Washington DC, c'est une artificialité, mais une artificialité qui vous concerne, mais en même temps avec ces zones de la diplomatie, ces zones de secret. Et j'avais jamais vu utiliser ça dans un livre avec sa puissance d'espionnage. Par moments, ça pourrait être Patrick de Friedberg. Sauf que, justement, ça va être ça mon angle d'attaque. Un copain comme Patrick de Friedberg, un grand du roman d'espionnage, eh bien, lui, il en aurait fait 600 pages du truc. Toussaint, non, on reste dans le format Toussaint. Et comment le format Toussaint va s'opposer au registre même et aux clichés, aux archétypes de l'espionnage pour que justement cette distance et cette contrainte vous embarquent encore plus. C'est-à-dire que le Bruxelles qu'on découvre, il y a 3 parties. Et je ne vais pas spoiler, parce que la première partie, c'est ce que je vous ai lu, c'est rendez-vous entre lobbying, mais avec le risque politique, avec tous les dangers, avec tous les enjeux de ces lobbying. On le mesure constamment, y compris pour le droit d'auteur d'ailleurs. Dans ces zones qui sont faites pour que ces rendez-vous discrets puissent s'établir. En même temps, c'est jamais si discret. Il y a toujours des caméras, il y a toujours des trucs qui observent, il y a toujours des voitures, il y a toujours cette technologie avec les téléphones, avec tous ces machins-là. Et puis, il y a ces déambulations dans la ville, il y a ce qu'on voit de la fenêtre, il y a la pluie, mais on peut être dans le bureau, on peut être chez le gars, on peut être dans ces différents rendez-vous, toujours dans ces salons d'hôtel où on quitte sa personne, on devient anonyme dès lors qu'on y rentre. C'est magistral. C'est magistral parce qu'à la fois on reconnaît, à la fois on se doutait que c'était comme ça, mais à la fois personne ne nous y avait emmené. Et là, Toussaint, il joue de tout ce qu'il sait faire. Les nuances, les cadres, les images, le côté cinématographique de ce qu'il nous propose par son livre. Et puis tout d'un coup arrive, alors moi je me disais Toussaint, la clé USB, bon, Jean-Philippe, il n'y a pas de problème, connais bien, enfin non, c'est pas que je le connais bien, je pense pas que ce gars se laisse connaître bien. Ce que je connais, c'est l'œuvre de Toussaint. Et l'œuvre de Toussaint, il y a toujours un phénomène de décalage. C'est-à-dire, son film en Chine, vous savez, la dernière vidéo que j'avais faite, il faut qu'on trouve un cheval. Et puis, les postes de télévision, c'est pas d'aujourd'hui la télé, chez moi c'était en 61-62. Et puis, l'appareil photo, c'est pareil. Alors, clé USB, moi par exemple, je viens de faire 6 ans en école d'art. Des étudiants qui ont des clés USB pourraves, qui montent pas sur le bureau et tout ça, ou qui chicougnent dans la prise. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis alors sur le groupe Facebook, perdu ma clé USB, laissez ma clé, un sale machin truc, bah. Bon, non, on peut se servir de matériel un peu plus mieux déjà. Bon, moi déjà les collection de disques durs, bon, déjà t'en stockes un petit peu plus, mais toujours aussi ce paradoxe qui fait que si je fais, là par exemple c'est un disque de 4 téraoctets, eh ben, ce que j'ai tourné en 10 jours à Natashquan au Québec au mois d'août, ça remplit tout le disque, c'est un disque qui est dédié à ce travail-là, ce qui n'empêche pas d'avoir une petite image fantôme ici. Axiome qu'on répète toujours à nos étudiants, jamais un contenu informatique sur un seul support. Alors, le truc de Toussaint, où est-ce que j'ai mis le bouquin? C'est dingue, comme chaque fois que je fais ces vidéos, je perds les bouquins. On se dit, mais enfin, clé USB, moi les étudiants, j'ai attends ton truc et je le passe par la fenêtre. Va le chercher 4 étages plus bas. Si tu reviens la semaine prochaine, au moins essaye d'avoir un disque dur. Et puis, il y a toutes les fonctions. Moi, j'ai un abonnement à Dropbox. Mais ce qui est génial avec l'abonnement Dropbox, c'est que si je veux accéder à un fichier ou un dossier, alors je suis n'importe où, je suis à la banque, je dois lui donner une facture ou chez la comptable, attendez, j'accède à mon Dropbox ici et puis j'ai le truc, c'est-à-dire que ce qu'on archive dans une clé, on peut le balancer dans du cloud, y compris du cloud sécurisé, en 5 minutes, 16 gigabytes, c'est rien. Alors je dis, mais qu'est-ce que va faire Toussaint avec un objet aussi caduc que la clé USB? Parce qu'il y avait des créations avec la clé USB. Je me souviens par exemple à Montréal, une expérience comme ça, dans la ville, un truc qui est en réfection, un immeuble qui se fait, et ben mes petits oiseaux de copains, ils insèrent une clé USB dans le ciment. Et puis ensuite, n'importe quand vous passez dans ce truc, vous pouvez à la fois vous connecter sur la clé et
piquer ce qu'il y a, ou bien mettre vous-même vos propres contenus. Et donc, s'amorçait avec la matérialité de la clé des éléments de création aussi, ou alors à quoi ça sert, par exemple, transférer des contenus, transférer un film, et les DVD, maintenant c'est fini il y a longtemps, mais on peut très bien avoir un film de bonne qualité et puis l'envoyer. Qui est-ce qui fait ça? Tiens, j'ai un copain qui s'appelle... Bon, il faudrait trop de temps pour le chercher. C'est un copain qui s'appelle Éric Maillet. Lui, il travaille sur des productions sonores de terrain, mais toutes reconstituées, éditées. Puis, eh bien, c'est un joli coffret. À l'intérieur du coffret, il y a une toute petite clé format carte de crédit, toute mince. Et puis voilà, c'est une nouvelle matérialité à explorer en tant que telle. Bon, j'arrête avec ça. C'est-à-dire que dès que j'ai mis le nez dans le bouquin, j'ai bien rendu compte que le Toussaint, avec clé USB, il rigolait, il jouait, il nous entubait, comme il a toujours fait avec tous ces trucs. Mais alors là, où j'ai été scié. Par exemple, je dis c'est du nouveau Toussaint. Oui, parce qu'il joue avec des archétypes, alors que ça, par exemple, on le trouve chez Echnoz. L'équipe est malaise, enfin les premiers Echnoz, le Lac par exemple. Lac était typiquement un livre, lui aussi, sur ces archétypes du roman d'espionnage, comme l'équipe est malaise sur les archétypes du roman d'aventure. Tout ça n'était pas allé vraiment dans ces zones. Mais en même temps, vous vous souvenez le premier bouquin de Jean-Philippe Toussaint, La salle de bain, une expérience à la Bartleby, un type qui se met dans sa salle de bain et qui décide de plus en sortir. C'est-à-dire ellipse spatio-temporelle. Ellipse spatiale, c'est-à-dire qu'un lieu qui n'est pas fait pour y vivre devient une clôture. Et puis ellipse temporelle, c'est-à-dire que tout le temps qu'il va vivre et s'organiser dans sa salle de bain, c'est le temps et le lieu du récit. Et bien là, cette faille spatio-temporelle, ça va être le contenu même du livre de Toussaint. Ça, là, par contre, c'est pas du spoiling, c'est dans tous les... Même sur la 4 de couve, je suppose. C'est que Toussaint, beaucoup de ses livres, en particulier toute la série Marie, le Japon est extrêmement important. Et récemment, la Chine est importante. Et vous savez que le monde du Japon et le monde de la Chine ne correspondent pas tellement. J'ai fréquenté les deux aussi. Et moi aussi, la seule fois de ma vie où je suis allé en Chine, c'était à Shenzhen. J'ai même pas de bagages. Je m'étais donné ça comme contrainte. J'avais juste emmené ce petit sac à dos. Mais c'est pas grave puisque j'allais passer 3 jours à Shenzhen et que je revenais. Mais la fascination, elle est totale. Et là, lui, la faille spatio-temporelle, c'est ça. C'est-à-dire, je vais pour un vol au Japon, mais je m'arrange pour que ce soit en fait un vol triangulaire. Je m'arrête en Chine. Je passe exactement 24 heures, peut-être 36 heures, 24 heures en Chine, moins 36 heures en Chine, et de là, j'arrive au Japon. Et quand j'arrive au Japon, personne ne sait que j'ai eu cette faille, ces 36 heures en Chine, personne ne savait du tout où j'étais. C'est-à-dire que la salle de bain a été transposée dans un autre espace, l'espace des vols d'avion, avec les décalages horaires, avec ces hôtels qui sont plus ou moins les mêmes, mais en Chine, ils ne sont pas exactement les mêmes. Et puis, ce truc qui fait que pendant 36 heures, vous avez disparu de toute votre réalité sociale. Personne ne sait où vous trouvez. Voilà, ça c'est le roman de Toussaint. Et donc, vous voyez l'archétype du roman d'espionnage, et se double de quelque chose qui est complètement dans son propre univers, celui justement de ces disjonctions spatio-temporelles et de cette confrontation à la double structure. Et c'est fascinant, il y a 3 parties, Bruxelles, Chine, Japon. Je vous assure que quand vous connaissez les facs Japon, lui il parle de Todai, mais c'est pareil avec les autres, vous êtes complètement au Japon. Dans le moindre détail, dans la moindre petite chose, y compris la conversation, et y compris qu'il en reste toujours soigneusement, c'est pas du genre touriste tout ça, c'est à ces archétypes, c'est-à-dire la conférence que vous devez donner, et puis là ça devient totalement onirique, c'est-à-dire vous faites des ateliers d'écriture, c'est toujours ce truc où vous entrez dans l'amphi ou le truc, puis vous avez plus votre photocopie, vous n'avez pas votre livre, ou vous êtes trompé de salle, ou vous ne trouvez pas la salle, et ça devient une panique totale. C'est-à-dire, tout d'un coup, le type doit faire sa conférence hyper technique, hyper préparée, et il n'a plus rien. Et on dit, mais où est votre ordinateur? Mais où est... Et la scène même, alors là, c'est là où il faut que je fasse gaffe
à pas spoiler. C'est-à-dire que cet univers quasi d'espionnage de la clé USB, après je vais juste finir sur ces histoires de contenu blockchain et tout ça. À un moment donné, ce qu'il a transféré sur son ordinateur, il y a une scène complètement dingue. C'est pas plus longue que ce que je vous ai lu, où ce type qui est au chiottes, une main se glisse, il a posé son Mac Air devant lui sur le carrelage, une main se glisse sous la porte, se met sur le Mac Air, retire le Mac Air. Le type est tellement sidéré que le temps qu'il se remonte son froc, qu'il ouvre la porte, qu'il sorte, celui qui lui a piqué son Mac Air a disparu. C'est pas plus que ça. Alors raconter comme ça fait débile. Mais tout d'un coup, c'est la charge complètement onirique. C'est-à-dire, vous n'avez plus votre ordi et votre téléphone marque toujours aucun service. Et tout d'un coup, on est dans une réalité où tout l'appareil de cette affaire d'espionnage était lié à notre univers informatique, à nos connectivités qui jouent sur ces relations spatiales, qu'on soit en Chine, qu'on soit à Bruxelles, qu'on soit à Tokyo. Et puis tout d'un coup, ça devient une espèce de panne noire où vous êtes complètement livré à vous-même. Plus question d'entendre les nouvelles du papa qui meurt ou des petits-enfants qu'on a laissés à l'ancienne compagne. C'est une strate fictionnelle forte aussi, là, qui est juste déployée comme ça en filigrane, mais on est totalement dans un univers onirique. Et c'est là où quand j'ai fini le bouquin, j'étais vraiment en malaise. Ce malaise était lié à un truc, se dire, bon sang, le Toussaint, là, il a lâché les lions, quoi. Il y a quelque chose, enfin c'est pas les lions, parce que Toussaint c'est un calme, vous savez comment quand il dit, quand il écrit, il marche sur les plages près d'Anvers ou en Corse, et puis ça gamberge là-dedans, et puis donc c'est cette espèce de dépôt par la densité, donc c'est pas des trucs du grand œuvre qui surgirait, c'est simplement se confronter à des systèmes d'énonciation qui tout d'un coup sont beaucoup plus, pas sophistiqués justement, mais donne des systèmes de contraintes beaucoup plus grands. Et le malaise où j'étais, c'est de dire que pourquoi c'est et ce n'est pas un roman d'espionnage. C'est-à-dire que les trois parties... Et j'ai mis toute une nuit après avoir fini le truc, et ce qui m'est revenu, c'est le sentiment de lecture à l'Amérique de Franz Kafka. Vous savez, un roman aussi avec des parties extrêmement précises. Il avait publié la première, Le Soutier, l'arrivée au port de New York. Ensuite, il y a cette espèce de truc dans la ville de New York, où à chaque fois qu'il trouve un nouveau logement, un nouveau truc, il y a une nouvelle catastrophe qui se produit, et à chaque fois, sa situation est de plus en plus précaire, compliquée. Puis ensuite, on se retrouve dans ce théâtre de l'Oklahoma, où on ne sait pas ce qui se passe. Et puis, là encore, hein, cette déperdition de tout ce qui est l'entour de soi. Quoi. Et le roman de Kafka, c'est pour ça qu'il ne l'a pas publié, alors qu'aujourd'hui, c'est la raison même qui fait que, esthétiquement, on le met si haut, c'est qu'il n'y a pas de continuité entre les figures du roman. On peut pas les inverser, comme le procès, mais rien n'explique ce qui passe de la ville de New York au théâtre de l'Oklahoma. Et bien, Toussaint joue avec ça, et c'est là où il y a cette densité entre la précision de ce qui arrive. Par exemple, ce séjour de 36 heures en Chine, on va le suivre d'heure en heure. Mais les heures sont d'épaisseur variable. Et on va respecter en même temps les archétypes du roman d'espionnage, c'est-à-dire revenir la nuit dans l'usine et puis aller avoir une... Puis tout d'un coup, voilà, les veilleurs, la sécurité, tout ça entre. Et donc, on respecte tous ces archétypes. Et en même temps, ça peut être que des fragments discontinus qui vous appellent je suis en train de lire un truc d'espionnage, et en même temps, ça passe d'un truc à l'autre avec des figures oniriques. Voilà, en gros, c'est ça, et Jean-Philippe Toussaint, la clé USB. Alors, dans ces espèces de ressassements sur le livre, il y a l'idée de dire le truc nous, la littérature, l'informatique, ça ne nous concerne pas. Donc, les journalistes, d'une part parce que ça leur évite de faire le boulot, on peut lire le livre de Toussaint, même si on n'y connaît rien, à la blockchain. Alors, évidemment, on n'a même pas besoin de savoir ce que c'est qu'une clé USB, on n'a pas besoin de savoir ce que c'est que la blockchain, mais en même temps, dans le livre de Toussaint, il y a tous les éléments, c'est-à-dire les éléments même de vocabulaire, les éléments même, de temps en temps, documentaires, descriptifs. Bon, à sa façon, pas la peine à vous de faire le job, hein. Mais
est-ce qu'on peut être citoyen, utiliser naïvement son Internet, aller regarder ses relevés bancaires, sans avoir un tout petit minimum de savoir sur ce que c'est que la blockchain? Bah, non, c'est ça, c'est le paradoxe informatique. Comment être citoyen dans l'espace numérique sans s'approprier un minimum de la façon dont il se transforme? C'est vrai que blockchain, c'est comme des immenses registres comptables où toutes les transactions s'inscrivent en temps réel, mais avec une heure, ou c'est même bien plus loin que le milliardième de seconde, toute transaction avec un point comme ça de référence qui n'est plus centralisé sur un serveur, mais qui est partagé par l'ensemble des nuages, et donc sécurisé par le fait même qu'il n'a pas d'empreinte matérielle localisée. Et cette blockchain, c'est d'abord élaboré pour ces questions de monnaie électronique. Et ce qui est fascinant dans le Bitcoin, même si maintenant il y a d'autres crypto-monnaies, et même si la blockchain, justement, ça sert à quoi? Ben, par exemple, la liste des articles décrivant les molécules pour le cancer, ou les techniques de chirurgie cardiaque, ou publications scientifiques, ou même si on fait un atelier d'écriture collectif, on pourrait utiliser ces trucs de blockchain pour avoir toutes les versions successives, toutes les modifications successives, etc. Donc, c'est des applications sur la géographie, les données météo, etc., etc. C'est un bouleversement intérieur lié au cloud, lié à la dissociation des éléments de sécurisation de données, de la gestion des données massives, et puis du fait qu'elles soient gérées par une infinité de lieux de calcul qui peuvent se sortir ou rentrer dans la danse, et ça va être le fond de l'histoire de tout ça. Et au départ, pour le Bitcoin, ça veut dire que on émettait ces monnaies électroniques, et chaque monnaie émise devait avoir sa référence dans le registre Bitcoin. Ça veut dire que des particuliers ont pu jouer à ça. Moi, je connaissais un étudiant qui payait ses études avec ça. Bon, tu laisses l'ordi calculer toute la nuit. C'est comme gérer un énorme sudoku. Pas un sudoku à 6 cases sur 6 cases, un sudoku à 24 cases sur 24 cases. Puis maintenant que les références ont augmenté, c'est un sudoku à 36 cases sur 36 cases. Donc ces calculs ne sont plus accessibles aux particuliers. Il faut d'énormes fermes de serveurs. Et c'est là où il y a cet espoir où tout ça fait rentrer sa logique narrative. Et donc, ces questions d'écologie de fermes de serveurs, de possession politique de ces fermes de serveurs, vous savez qu'il y a ces gros procès entre Samsung ou les autres, enfin les Américains qui disent non, Huawei, etc., que les téléphones chinois ont une petite backdoor qui permet d'espionner les données à distance. Bon, voilà, tous ces machins, c'est ça que va faire jouer tout ça, mais en même temps, non, on ne peut pas ignorer ça, parce que cette lecture du monde comme immense registre infiniment modifiable et infiniment sécurisé, mais avec des enjeux politiques qui s'exercent autant que par les tanks, il y a 30 ans, directement par l'utilisation ou le détournement de ces fermes de serveurs, cette atomisation, cette transformation du rapport au réel, c'est justement ce qui permet à tout ça de fabriquer des nouveaux modes de récit bien plus proches du réel. Il y a une phrase extraordinaire à un moment, et là je ne vais pas prendre le temps de la retrouver. Il dit juste comprendre que le réel vaut toujours mieux que n'importe quelle de ses représentations. Jean-Philippe Toussaint. La clé USB, et oubliez tout mon baratin, juste faites-vous plaisir. C'est un page turner. Tchang, 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 tchang. Puis c'est juste le malaise à la fin. Il y a plein de trous, il y a plein de trous, il y a plein de trous. Où on est? Pourquoi il ne reparle plus de son histoire à la fin? Et en même temps, vous avez voyagé dans les avions. Et tout d'un coup, vous comprenez que ce côté même lacunaire, ça fait partie de la réalité du monde tel qu'aujourd'hui il est. Et chapeau le Belge.